Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Alcide Ponga, le président du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci d'être dans nos studios au lendemain de votre déclaration de politique générale devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est toujours un moment important, symbolique après l'installation d'un gouvernement, mais c'est aussi un exercice collectif et collégial. Alors, est-ce que les 11 membres du gouvernement ont participé à l'élaboration de votre déclaration? Est-ce qu'il a été possible de trouver un texte accepté et acceptable par tout le monde? Ou est-ce que vous avez dû faire des arbitrages et sacrifier certaines choses? Écoutez Elisabeth, je profite de votre question pour remercier mes collègues parce que, je tiens à le dire, l'ensemble des membres du gouvernement ont participé à fournir et à nourrir ce discours de politique générale qui n'est pas seulement le mien de discours de politique générale, c'est celui du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et dans le process pour la préparation de ce discours, le lundi d'avant, j'ai expliqué les choses à mes collègues. Le mercredi, je leur ai donné une copie du projet et nous avons travaillé en collégialité et j'ai pris les ajustements des uns et des autres pour finalement atterrir à ce texte-là pour le jeudi. Donc c'est une feuille de route sur laquelle les 11 membres du gouvernement sont d'accord. Oui, c'est surtout une feuille de route sur laquelle chacun assume ses responsabilités dans le secteur qu'il porte. Et c'est surtout cela. C'est vrai que moi, je ne peux pas parler de tous les secteurs. J'ai des secteurs qui me sont attribués, que j'ai nourris et que je piloterai, mais chacun des membres a nourri son propre secteur et je respecte la façon dont ça a été fait. Je finirai juste en disant que en préparation de ce discours de politique générale, j'ai donné les orientations qui étaient les miennes et la façon dont je voyais les choses au sein du gouvernement avec les axes prioritaires. Et c'est sur ces axes-là que les membres du gouvernement ont écrit et ont apporté leur input. Alors, c'est un discours qui a duré près d'une heure, hein, avec une introduction et une conclusion qu'on a senti, dans lesquelles vous avez voulu donner un peu la philosophie de cette déclaration. Et puis, on retient une expression, s'il faut en retenir une. L'action de ce 18e gouvernement se résume en un mot, pragmatisme. Vous choisissez ça parce que votre marge de manœuvre est finalement réduite, étant donné la situation de la Calédonie et le temps dont vous disposez, puisque c'est un gouvernement qui est prévu a priori sur une durée de 9 mois. Je l'ai dit dans le texte, mais pour répondre à votre question, une heure, c'est un exercice qui est, je tiens à le dire aux auditeurs, c'est un exercice qui est difficile et compliqué. Et si mon stress ne se voyait pas à la télé ou sur les vidéos ou même en direct, je vous confirme que j'étais hyper stressé. Donc, pragmatisme. Oui, les éléments que vous avez apportés sont inscrits dans le discours de politique générale et ça en fait partie. Mais j'ai envie de dire que le mot pragmatisme, c'est aussi ma personnalité. Voilà, donc tout partout où je suis passé, les structures que j'ai eu à gérer, moi j'aime bien les choses qui sont simples et qui sont pragmatiques parce qu'à la fin, il faut qu'on ait des résultats. Donc ça correspond aussi, je pense, à ma personnalité et la situation de la Nouvelle-Calédonie, le temps que nous avons, les défis que l'ensemble des collectivités et non seulement le gouvernement ont à faire face, ben c'est automatique que ça nécessite du pragmatisme là-dessus et surtout, ça nécessite surtout le fait qu'on ne fasse pas de politique politicienne et qu'on soit là pour répondre et résoudre les problèmes auxquels on a à faire face. Mais tout de même, 9 mois, vous l'avez dit, hein, 9 mois c'est court. Est-ce que c'est pas un peu frustrant? Parce que vous avez quand même annoncé beaucoup de choses pendant cette heure-là. Est-ce que vous allez arriver à mettre en œuvre tout ce que vous avez annoncé? Mais je pense qu'on n'a pas le temps d'être frustré, Elisabeth, quand on voit toute la montagne de travail et de défis qui est devant nous. On n'arrivera pas à tout faire. Ça, je l'ai annoncé à mes collègues et je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Le 18e gouvernement ne fera pas tout, ne résoudra pas tout. Mais si nous pouvons engager des choses et installer un certain élan
que ce soit dans les administrations, que ce soit dans les différents secteurs de gouvernement, que ce soit entre les institutions et les collectivités, si on arrive à installer cet élan-là, je pense qu'on aura fait énormément de choses. Parce que la situation d'aujourd'hui nécessite qu'il y ait un élan collectif pour pouvoir répondre aux problématiques auxquelles on a à faire face, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociales, qu'ils soient, on va dire, sur les finances publiques. Il faut un élan d'économie, il faudra faire des réformes, il faudra faire des réorganisations, et il faut qu'on arrive à la fin de ce 18e gouvernement, peut-être au bout de ces 9 mois, mais je pense même avant, il faut qu'on ait réussi à engager les gens dans une certaine démarche pour changer les choses et améliorer les choses. Parce que la situation est vraiment dramatique, hein. Hier, vous l'avez dit, l'économie est à terre, les finances publiques sont exsangues, elles ne permettent plus d'assurer la continuité des services publics. La confiance entre citoyens est brisée, les liens entre les institutions sont plus distendus que jamais. Vous dites que nous n'avons jamais connu une crise aussi grave ni un avenir aussi incertain. On en est vraiment là, la situation est vraiment catastrophique. Ah ben écoutez, Elisabeth, quand vous voyez le nombre de personnes qui ont perdu leur travail, les entreprises qui sont fermées, les entreprises qui ont été brûlées, et quand je parle d'entreprises fermées, pas forcément ceux qui ont brûlé, moi je fais partie d'une entreprise qui a fermé l'année dernière, plus de 1200 salariés sans travail. C'est KNS, on le rappelle. Voilà. Et donc, je ne sais pas si nos anciens à l'époque ont eu à affronter ce genre de crise économique. Ils avaient peut-être d'autres crises politiques, une limite de guerre civile, etc., etc. Mais je pense que la situation, quand on regarde, moi j'ai démissionné de mon poste de maire, mais je regarde toujours de façon très, très pointilleuse le budget de la mairie de Kouawa. Mais tous les maires et tous les présidents de collectivités ou d'institutions, ils se posent la question, mais comment on va faire? Comment on va faire pour continuer à assumer notre rôle de service public, pour faire les routes, pour faire l'eau, pour faire l'aide médicale? Je sors d'une réunion, on a parlé de ça. Je veux dire, mais la situation, elle est catastrophique, hein. Il faut que l'ensemble des Calédoniens en soient conscients de ça. Alors vous apportez des pistes de réponse ou d'action, en tout cas pour ces prochains mois. La priorité pour vous, c'est assainir, et notamment assainir bien sûr les finances publiques. Comment est-ce que vous allez procéder? Quelles pistes d'économie on peut trouver? Est-ce qu'il va y avoir des coupes sombres obligatoires dans les budgets, des suppressions de postes? Est-ce que la Calédonie va devoir passer par une cure d'austérité? Ce que je voudrais dire déjà, Elisabeth, c'est d'abord, on fait le constat de la situation. Voilà, on voit que la situation, elle est dramatique. Après, il faut poser les choses les unes après les autres. Vous savez, quand le gouvernement national a négocié avec le gouvernement Mapou à l'époque, c'était de dire, OK, je vous donne de l'argent, puis vous faites des réformes, vous prélevez de la fiscalité sur les Calédoniens. Ça fait partie des choses qui ont aussi fait que un groupe politique, à un moment donné, a fait tomber le 17e gouvernement. Moi, j'arrive avec mes collègues forts aussi de ce qui s'est passé avant, parce que 3 membres sur 11 sont nouveaux, le reste était là avant, et donc on essaye de changer les choses. Donc il faut faire les choses de façon pragmatique mais réaliste. Arriver aujourd'hui avec des programmes et dire on va faire de la fiscalité, on va prélever des impôts et tout ici. Moi, je l'ai dit à M. Moulin, je l'ai dit au ministre des Finances publiques en métropole, je ne peux pas prélever des impôts sur des entreprises qui ont fermé. Enfin, prélever quelque chose sur zéro, ça fait zéro à la fin, quoi. 0 plus 0, ça fait la tête à Toto à la fin. Donc, c'est zéro. Et donc, il faut faire les choses de façon très très pragmatique. Moi, je propose d'abord de réduire les dépenses publiques, mais pas pour réduire les dépenses publiques. Pourquoi je réduis les dépenses publiques? C'est parce qu'on ne peut plus les assumer. Et donc, il faut mieux les réorganiser. Il y a certainement des doublons, il y a certainement des établissements publics qui font quasiment à peu près la même chose. Et c'est pas que moi, ça s'est fait par le passé. Donc il faut continuer ces démarches-là. Et il y a le plan d'évolution de l'administration qui a été travaillé déjà par mon prédécesseur et le 17e gouvernement. Il faut le mettre en action aujourd'hui. Donc il faut modifier les choses. Travailler sur cette dépense publique. Parce que les économies qu'on sera capable de faire, on ne va pas faire des économies pour les garder dans les caisses. Les économies, c'est pour les réinjecter dans
dans l'économie de la Nouvelle-Calédonie et refaire des investissements. Et vous savez, le gouvernement, c'est comme les communes, c'est comme les provinces et tout. Quand on met 10 sur la table, ben on va chercher, on va dire, 70 ou 80 avec l'État. Et donc, si on est capable de se dégager une capacité d'autofinancement qu'on apporterait, qu'on pose sur la table, ça génère à ce que les autres financeurs nous accompagnent et ça remet de l'essence dans l'économie. C'est en ça que je souhaite, moi, que l'on puisse faire ces économies. Mais pourquoi aussi? Mais c'est pour aussi, parce qu'on entend dans la population, on entend dans la population, là, le privé, ils ont beaucoup été détruits, ils ont perdu leur travail, etc. Et tout. Et beaucoup de gens ils disent, ouais, mais les administrations, mais il faut qu'on entende tout cela et qu'on fasse les choses. Mais on va le faire de façon raisonnée, de façon moderne, parce que j'ai parlé d'outils numériques qui peuvent améliorer les choses, et aussi on va le faire de façon réfléchie et partagée avec tout le monde. On n'est pas là avec un sabre pour découper tout. Il faut le faire de façon réfléchie parce que la situation le nécessite. Et si on reste comme ça, enfin moi je le dis de façon très très cash, si on reste comme ça sans faire d'efforts, ben on va se planter à la fin. Mais ça veut dire quand même, notamment concernant la modernisation de l'administration, la réforme de l'administration, des suppressions de postes dans la fonction publique, c'est incontournable. Je pense que quand on va fusionner des directions ou des établissements, à un moment donné, à la fin, oui, si on réorganise les choses et qu'on est capable de faire avec moins d'équipes et tout, bon, ben, on verra quels sont les dispositifs que l'on a pour qu'on puisse réduire le nombre d'agents publics. Et je l'ai dit hier dans mon discours de politique générale, oui, à la fin, il y aura des réductions parce que, vous savez, ici, on a des gens et puis on n'a plus de moyens de faire le travail et puis de faire les choses. Enfin, moi, je dis souvent, hein, les gens qui sont présents, etc. et tout, c'est pour faire quelque chose. Si on n'a plus le moyen de faire du travail, enfin, moi, je m'excuse, moi, mais les fonds publics qui sont gérés dans l'ensemble des collectivités, c'est pas le gouvernement, c'est pas les fonds du président du gouvernement. Les fonds qui sont gérés par les maires, c'est pas les fonds des maires. Ça, c'est les fonds de l'ensemble des Calédoniens. Et je le dis souvent, dans mes équipes petites que j'avais à gérer précédemment, l'argent qu'on est amené à gérer dans nos collectivités, dans nos mairies, c'est l'argent de la population qui dépend de nous. C'est pas notre argent à nous. On n'est pas là à faire les malins, là, à dire c'est moi qui gère l'argent, etc. Non, 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 non. Ça, il faut le gérer en fonction du besoin de la population et des politiques publiques qu'on sert. Et c'est en ce sens-là que je parle d'économie, d'une meilleure orientation, et puis peut-être de rendre plus efficace aussi, on va dire, l'administration, parce qu'on parle depuis des années de oui, on va moderniser, on va rendre... Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de parler, puis il faut qu'on fasse. Et c'est ça que je veux Moderniser et dire. simplifier. Et Faire de la simplifier aussi. simplification administrative. Parmi les économies, les Calédoniens y sont sensibles, et vous le savez, même si ce n'est pas forcément des économies énormes, moins de déplacements de la part des responsables politiques calédoniens. On a l'impression que certains élus passent leur temps à l'extérieur du territoire. Oui, tout à fait. Hein. Ça fait partie des choses aussi. Et moi, je l'ai partagé avec mes collègues au gouvernement. Hein. J'ai pas honte ou j'ai pas peur de le dire. Hein. Je l'ai déjà fait remarquer à certains de mes collègues. D'ailleurs, quand je me suis déplacé en mission dernièrement pour les discussions à Paris, je suis parti tout seul, sans collaborateur. Et j'ai dit à mes équipes, mes collègues, que il faut apprendre à travailler avec les moyens modernes. J'ai pas besoin d'avoir de collaborateurs avec moi. Je fais des visios tous les matins et puis tous les soirs depuis Paris. Et donc, et ça se passe très bien. Ça s'est très bien passé. Bon, c'est sûr qu'après, ça fait des journées longues quand on est à Paris, mais je veux dire, ça fait partie des outils qui sont là pour nous aider à faire plus avec moins. C'est tout. Et oui, l'émission, ça en fait partie aussi. Alors, autre piste que vous avez évoquée hier pour assainir les finances publiques, c'est le rééquilibrage du système de santé. Là, on a un peu l'impression d'un serpent de mer. Hein. Est-ce que vous pensez que votre gouvernement va réussir enfin à réformer le roi, mais à trouver des solutions? Je vais répondre, Elisabeth, en disant aussi que oui, c'est vrai que c'est un serpent de mer, mais le serpent de mer, il va s'arrêter le moment où on n'aura plus de fonds pour financer tout ça. Et donc, de ce que j'ai compris sur ces problématiques-là, je vous parlais juste des visios et des moyens de visio qu'on a quand on est en réunion à l'extérieur. Par exemple, sur le plan médical, il y a aussi de la dématérialisation, il y a la carte vitale, il y a le suivi électronique des bulletins et tout. Mais ça aussi, il faut arrêter de parler de tout ça. Il faut acter les choses. Et moi,
à ma grande surprise, quand j'ai été nommé président du gouvernement, j'ai eu des propositions, des gens qui me disent, ben voilà, on a travaillé sur ça, ça, ça. L'inspection, enfin le fameux GIP SI2S, ils ont un projet qui est dans les cartons. Mais moi, j'ai dit aux gens, il faut sortir les projets des cartons et puis il faut commencer à vraiment débattre sur le fond des sujets là-dessus. Si on est capable de mettre une carte vitale, si on est capable de dématérialiser la feuille de soins, si on est capable d'avoir un suivi plus strict aussi de la façon dont les gens ils se font soigner pour éviter d'aller voir si l'autre docteur il n'a pas voulu donner la feuille de maladie, on va de l'autre côté. Mais tout ça, ça fait partie des choses qu'on améliore et qu'on pourra grappiller là-dessus et éventuellement avoir des améliorations, notamment en termes de coûts. Quand vous étiez à Paris, d'ailleurs, vous vous êtes intéressé, hein, je crois, à ce problème de la santé, de la pénurie de médecins, de la diminution des offres de soins en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait, Elisabeth. Et ça, hein, il faut moi, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Sur, on va dire, demande de mon collègue Gambé en charge du secteur, j'ai pris attache avec le ministre de la Santé et la ministre du Travail qui couvre aussi le ministre de la Santé. J'étais accompagné d'ailleurs de Madame Baquès pour la province sud pour commencer à préparer le terrain pour que derrière il puisse y avoir vraiment un travail étroit entre nous et le gouvernement national pour qu'il puisse nous aider sur la façon dont on peut disposer de personnel de santé. Et ça, c'est un dossier que portera Claude Gambé sur ces problématiques-là, parce que je pense qu'on a besoin de détailler plus, de rentrer dans le détail. Voilà, moi, je suis allé ouvrir les portes avec le gouvernement national, parce qu'il faut se le rappeler, la santé, c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas une compétence de la France. Les ministres, ils auraient pu me dire, écoute, tu sais pas quoi, c'est ta compétence, tu te débrouilles avec ça. Non. Ils ont ouvert les portes, ils ont dit, OK, Monsieur Gambé avec les équipes pourront venir, on travaillera pour vous accompagner et travailler sur des dispositifs que Guadeloupe a pu faire avec, voilà, je dis en termes d'exemple, Guadeloupe avec Cuba, avec d'autres pays, etc. Et tout, ils sont prêts à nous accompagner dessus, sur ces points-là. Alors, la première partie de votre déclaration, c'était assainir les finances publiques. On a bien compris que c'était votre priorité, la nécessité. La deuxième, c'est la relance. Alors, on espère relancer l'économie avec notamment une relance d'un secteur que vous connaissez bien, le secteur minier. Vous dites qu'avec le soutien de l'État, il nous faut mener un travail sur le prix de l'énergie à court terme. Est-ce qu'après le refus du pacte nickel par les élus calédoniens, l'État est encore prêt à nous aider sur cette filière et à faire des propositions et à nous apporter son aide? Déjà, merci de parler de ce deuxième gros pôle qui est celui de la relance. La relance, déjà, si on fait des économies dans la fonction publique, on sera capable nous-mêmes de faire des relances avec les économies qu'on aura dégagées. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point, c'est la relance sur la construction éventuellement et l'aide que l'État va apporter, notamment à nos communes, via la reconstruction des écoles qui ont été détruites. Et donc ça, ils se sont engagés. Donc j'ose espérer que le ministre fera une annonce là-dessus. Donc ça fait partie d'un des 3 points de la relance. Et dernièrement, vous avez parlé du secteur nickel. Moi, ce que je dis à mes collègues, c'est avant d'aller tendre la main en métropole, il faut d'abord faire ce qu'on est capable de faire nous. Donc il y a cette question de dépenses. Et la mine, comme je vous disais précédemment sur la santé, mais ça, c'est une compétence qui est typiquement calédonienne. L'État, ils n'ont rien à voir sur la question de la mine et sur la question de l'énergie. Mais on sait pertinemment aujourd'hui que si on reste tout seul avec les problématiques auxquelles on a à faire face sur les questions minières et énergétiques, ben, je ne donne pas cher de notre peau. Donc on a besoin du soutien de l'État sur ce point-là. Et je vais même dire sur ces 2 points, parce qu'on a toujours eu l'habitude de parler tout seul de la mine en Nouvelle-Calédonie. Nous, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur la mine, c'est de relancer les activités là où elles peuvent être relancées. Je sais qu'il y a des mines qui sont encore fermées sur la côte Est. Il faut débloquer, il faut que le travail reprenne. Ce n'est pas une question de SLN ou ce n'est pas une question de NMC ou ce n'est pas une question de ci ou ça. C'est une question de remettre de l'essence dans le moteur de l'économie calédonienne. Et on sait bien que si la mine elle redémarre, ça va régénérer des choses pour l'ensemble de l'économie calédonienne. Et ça, c'est une compétence, c'est une responsabilité qui est la nôtre. Mais si l'activité s'est arrêtée sur beaucoup de sites miniers, c'est pour des raisons politiques. Oui, mais je pense... Vous savez, moi, j'ai demandé à mes collègues de l'Union calédonienne, à qui on a échangé au sein du gouvernement, qu'ils puissent, on va dire, qu'ils puissent prendre à bras-le-corps ce sujet-là.
hein. Et donc, je sais qu'il y a mes collègues qui travaillent dessus pour essayer de mener des discussions sur le terrain pour que ça reprenne. Je leur ai dit, il faut reprendre. C'est parti notamment de l'histoire du pacte, qui était d'ailleurs porté par mon collègue Guénon à l'époque, basé, je vais dire, sur des incompréhensions, sur des non-explications ou sur des éléments, parce qu'il y a eu une campagne contre tout ça aussi, hein, il y a eu une campagne de terrain fausse et mensongère pour parler de l'argent qui sort, qui gagne. Non, mais la mine, depuis des années, ça perd de l'argent. Ce que la mine apporte ici, c'est des salaires, c'est des aides aux communes. Je veux dire, il faut faire attention. Donc, cette campagne-là, à l'époque, elle a détruit un peu le pacte nickel. Mais, vous savez, moi, j'aime pas mettre des noms sur les choses. Moi, j'aime bien les actions. Et donc, je pense aujourd'hui qu'il faut que les activités minières, là où elles peuvent reprendre, il faut qu'elles puissent reprendre. Derrière, on sollicite bien sûr l'aide de l'État, comme vous l'avez dit, pour parler, pour nous accompagner. Il y a les questions des usines qui ont fermé. Comment est-ce qu'on fait le reste? Il faut que l'État nous accompagne là-dessus, parce qu'on est trop petit. On est trop petit. Il faut arrêter de se regarder le nombril et puis dire que moi je suis capable, je suis capable. Non, on n'est pas capable aujourd'hui. On a besoin de l'aide de l'État là-dessus. Sur la question énergétique, vous savez, j'ai reçu une délégation de Papouasie-Nouvelle-Guinée hier qui sont en visite ici sur le territoire, qui sont venus nous voir un peu qu'est-ce qu'on avait sur l'énergie, l'énergie renouvelable, les installations qu'on a et tout. Moi, j'ai dit aux collègues de Papouasie-Nouvelle-Guinée hier, réfléchissez bien sur la question énergétique, parce que nous, ici, on s'est concentré sur la mine il y a 30 ans de ça, nos pères, nos prédécesseurs, et 30 ans après, on s'est planté, parce qu'on n'a pas réfléchi sur la question énergétique. Et je leur ai dit aux collègues Papou hier, réfléchissez bien dessus, parce que la façon dont vous allez développer votre énergie aujourd'hui, ça aura de l'impact sur votre industrie et sur votre économie globale dans 30, 40, 50 ans. Et pour nous, le problème aujourd'hui, c'est celui de l'énergie, très clairement, pour eux. Bah écoutez, pour relancer la filière nickel, c'est indispensable. Et si on reste sur le fioul et si on reste sur le charbon, là aussi, hein, je donne pas cher de notre peau, surtout sur la question des usines qu'on souhaite relancer et pour avoir assumé des hautes fonctions dans la mine et dans les industries ici en Nouvelle-Calédonie, la question du coût énergétique a souvent été soulevée par les actionnaires. Si on ne trouve pas une solution, les collectivités en relation avec l'État sur ce point-là, je ne vois pas comment on relance nos usines ici. Alors, assainir, relancer. Petite question, le gouvernement Mapou, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, avait proposé un PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction. Vous continuez le PS2R, vous l'appelez autrement, c'est la même philosophie ou c'est autre chose? Je l'ai cité, le plan PS2R, dans mon discours de politique générale. Vous savez, on s'inscrit dans une continuité d'action de ce qui était fait. Le PEA, le plan d'évolution de l'administration, sort de cette réflexion-là. Donc on va le prendre. Moi, je ne suis pas là pour réinventer la poudre. Hein. Vous savez, il y a des choses qui sont là, qui ont été faites. Je suis arrivé, j'ai regardé, ça c'est bon, ça c'est bon. Et puis on a pris ce qu'on a le temps de faire. On ne fera pas tout parce que le plan PS2R s'était étalé sur 3 ans, je crois. Nous, on essaiera de faire ce qu'on sera capable de faire de ce plan-là en 10 mois. Et donc, je l'ai dû le citer 2 fois à 3 fois dans mon discours, enfin dans le discours du gouvernement. On n'a pas le temps de réfléchir et puis de repenser à autre chose. Voilà, on va prendre ce qu'il y a et puis on va appliquer et puis on va le faire. Est-ce que cette feuille de route que vous avez fixée, elle peut être acceptée par l'État? Est-ce qu'il a clairement conditionné, vous y faisiez allusion, il a clairement conditionné son aide à des réformes. Est-ce que les réformes que vous proposez vont paraître suffisantes pour Bercy ou pour les représentants de l'État? Écoutez, je vous ai expliqué tout à l'heure que bon, voilà, c'est vrai que Bercy nous avait dit bon, vous ponctionnez de la fiscalité aux Calédoniens, aux entreprises, etc. et tout, puis après on vous donne de l'argent. Et vous dites stabilité, pas d'augmentation de la pression fiscale. Quand je suis allé à Paris il y a la semaine d'avant, c'est ce que j'ai expliqué au ministre des Finances, c'est ce que j'ai expliqué au ministre Valls, c'est ce que j'ai expliqué à tous les ministres que j'ai rencontrés en leur disant que on va aller sur un programme d'assainissement, on va aller sur un programme de relance de l'économie et peut-être plus tard, quand ça aura repris, on parlera de réforme. Je leur ai également dit, je défie quiconque aujourd'hui, vous savez, hein, je défie quiconque aujourd'hui de venir prendre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de proposer des réformes fiscales et des augmentations d'impôts et de le faire voter là au Congrès. Je veux dire, c'est pas parce que le Congrès, ils sont contre le gouvernement, mais c'est parce que la situation, c'est impossible de le faire.
C'est impossible de le faire. On va prendre l'argent là où il n'y a pas d'argent. Donc, et je le dis de façon très, très simple et très, très cash. Il faut créer les conditions d'une reprise économique. Après, on rediscutera des réformes ou pas qu'il y a à faire. Par contre, j'ai bien été clair aussi avec Bercy sur ce point-là de la TGC. À l'époque où il y avait 7 taxes qui étaient mises en place, ça rapportait une cinquantaine de milliards, à peu près 53. Une fois qu'on a mis en place la TGC, on était à 40 et quelques milliards. Il y a eu une perte en cours de route là-dessus. Il va falloir à un moment donné qu'on trouve où c'est que le sac il est percé et qu'on règle les choses pour arriver à un rendement fiscal qui est similaire à celui de l'époque. Il va falloir le faire parce qu'on ne peut pas tout le long comme ça demander de l'argent à la France toutes les années. Là. À un moment donné, la France, ils vont nous dire c'est bon quoi. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que vous trouverez une majorité au Congrès pour faire voter justement ces réformes? Mais pour l'instant, C'est ce qui a manqué ces derniers mois. Il y avait vraiment des tensions entre le Congrès et le gouvernement qu'on n'avait jamais vu avant. voilà. Pour l'instant, ce qu'on s'est dit, et je pense que le Congrès accompagne la position du gouvernement sur ce point-là, c'est qu'on ne parle pas pour l'instant des réformes fiscales aujourd'hui. Là, aujourd'hui, moi je l'ai dit hier dans mon discours de politique générale, la fiscalité, elle sera stable, elle ne bougera pas. Mais elle ne bougera pas parce qu'on ne peut pas faire. Par contre, on va faire ce que j'ai dit. On va créer les conditions, faire des économies, on va essayer de travailler sur une relance. Et les questions de réforme arriveront quand les conditions nous permettront de faire les choses. Je veux dire, si en 2026 ou en 2027, on a retrouvé nos points de PIB, on a retrouvé nos entreprises qui ont brûlé, etc. et tout, et que ça repart l'économie, là, on pourra se dire, OK, on s'arrête et on se pose des questions sur ça. Mais on n'en est pas là. Je dis aujourd'hui, il faut relancer la machine. Et c'est la priorité du 18e gouvernement. Alors beaucoup de choses, je le disais dans ce discours, dans cette déclaration de politique générale. Vous avez parlé d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, vous avez parlé de diversification de l'économie. On le disait tout à l'heure, vous n'aurez sans doute pas le temps de tout faire, mais j'aimerais bien nous attarder un peu sur votre conclusion. Vous avez affirmé qu'il fallait répondre à une question: que voulons-nous? Alors à la fois vous, qu'est-ce que vous voulez? Et est-ce que vous pensez que les Calédoniens aujourd'hui sont capables d'apporter une réponse collective à ce que voulons-nous? Écoutez, Elisabeth, la conclusion de mon discours de politique générale, c'est vrai que je suis le président du gouvernement, mais en même temps, on sait que, et je le dis dans la conclusion, si on met toutes les mesures, on relance l'économie, on fait toutes les choses, etc., etc., mais si on ne se projette pas politiquement sur quel projet de société, comment est-ce qu'on veut faire le prochain accord, etc., etc., ben, j'ai bien peur qu'on fasse tout ça pour rien, tous ces efforts-là pour rien. Donc la conclusion, on va dire la question, elle se pose surtout à ceux qui sont en responsabilité politique ici, en disant, et je le dis d'ailleurs sur la conclusion, les générations précédentes, ils ont trouvé des façons de sortir, des fois dans la douleur ou des fois en discutant et puis en sortant tout de suite avec un accord. Cette question-là, elle se pose à nous aujourd'hui, responsables politiques. Et j'ai voulu le poser dans ma conclusion pour dire que tous les efforts que les Calédoniens, les entreprises qui vont investir s'ils veulent réinvestir, les économies qu'on fera dans les administrations, etc. et tout, tous ces efforts-là, ils seront vains si à la fin on ne trouve pas une issue paisible, stable pour la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est un appel aux responsables politiques que nous sommes. Je pense et je crois comprendre que le message il a été reçu et j'ose espérer que les choses se passeront la semaine prochaine avec la visite du ministre Valls et que ça bougera un peu parce qu'on ne peut pas continuer à rester dans une situation telle qu'elle aujourd'hui sur le plan politique et qu'on reste avec du brouillard sur le pare-brise parce qu'on ne sait pas où on va. Justement, vous le disiez, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, arrive demain en Nouvelle-Calédonie. 8 jours de visite, c'est long, avec 2 journées de négociation même. Qu'est-ce que vous en attendez? Vous pensez vraiment que ça va permettre, vous l'avez vu à Paris dans les discussions bilatérales, vous pensez qu'il va être capable de débloquer la situation? Vous pensez qu'il va se passer quelque chose à l'occasion de cette visite? Ah, écoutez, moi, je suis pas à la place du ministre Valls et puis je suis pas dans son cabinet. Je dis ça, c'est son boulot de ministre. Je sais qu'il vient avec détermination pour essayer de débloquer le dossier.
Ce que je peux dire, ce que j'en attends déjà sur le premier point pragmatique et économique, etc. et tout, j'ose espérer qu'il y aura des annonces par rapport à tout ce qui a été discuté et négocié ces derniers temps avec on va dire avec le gouvernement français, notamment sur les aides, sur l'accompagnement, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point. C'est pas encore finalisé. D'ailleurs, j'ai pas parlé d'argent dans mon discours politique général. Et comme je l'ai dit à Monsieur Moulin en visio, mais je vais pas parler d'argent parce que c'est votre argent, c'est pas le mien. Donc, j'attends à ce que le ministre Valls vienne nous expliquer et dire comment est-ce qu'il voit les choses, comment est-ce qu'on va dépenser, comment c'est quoi les conditions, etc. et tout. Donc ça, c'est une première chose que l'on attend parce que c'est vraiment du court terme, du très court terme. Je signale que l'ensemble des institutions, on doit tous voter nos budgets avant le 31 mars. Et aujourd'hui, si on reste dans le flou, au final, peut-être c'est l'État qui va devoir faire les budgets de toutes les collectivités, gouvernements, provinces et communes. Hein. Donc il faut qu'on arrive à avoir de la visibilité, de la lisibilité sur ce point-là. Sur le plan politique, la première étape de cette période-là a été passée à Paris. Et je l'ai dit, je vous ai dit dans vos antennes, quand on a fait on va dire, notre entretien, j'étais un peu déçu à l'époque où on n'a fait que des bilatérales. Je crois que là, on a clairement dit à Manuel Valls, on lui a fait savoir que les bilatérales, c'est bon, quoi. On ne va pas se revoir pour redire encore ce qu'on s'est dit à Paris. Et je crois comprendre que dans le programme, il va y avoir des plénières où chacun va venir et puis on va participer. Donc ça, je veux dire, ça avance doucement. Beaucoup de gens nous diraient, ouais, ça avance pas. Ça avance doucement. Si on se retrouve tous autour de la table et tout, j'ose espérer qu'on va pouvoir mettre les jalons et tout. Et enfin, il faut aller vite en même temps au niveau économique et tout parce qu'on risque de se planter. Mais c'est sûr que sur les questions politiques, il faut qu'on arrive la bonne façon d'articuler les choses pour pas... Voilà, moi, ce que je veux, c'est une sortie apaisée, stable, et qui nous projette vers l'avenir sur l'accord de Nouméa. Et ça, c'est le président du Rassemblement qui vous parle, c'est pas le président du gouvernement. Donc, c'est ce que je demande, c'est ce que je lui demanderai, qu'on pose les choses, etc. et tout. Et ma collègue Rufnaf l'a dit sur d'autres antennes, hein, je veux dire, à un moment donné, il faut que tout le monde avance. Ceux qui ne veulent pas avancer, s'ils sont minorités, on ne peut pas sacrifier les Calédoniens. Ça veut dire que même si l'UC ne vient pas autour de la table, vous pensez qu'il faut avancer avec les autres, avec ceux qui veulent le faire? Voilà, mais moi je suis positif. J'ose espérer qu'ils viendront autour de la table. J'en ai vu certains hier, notamment le président de l'Union calédonienne et député à mon discours de politique générale. On a échangé 2-3 mots. Donc voilà, je sais que leurs équipes essayent de faire un travail pour avancer parce qu'il faut avancer. On ne peut pas se permettre de rester comme ça. Toutes les problématiques que l'on rencontre, non seulement ici, on n'a pas parlé de problématiques ici, mais dans nos villages, en brousse, dans les îles et tout, je veux dire, on a beaucoup de problématiques parce que le problème de santé, c'est pas que ici dans les hôpitaux. Hein. Je veux dire, c'est tout partout, sur toute la Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'on puisse répondre à tout ça. Mais si on répond à tout ça et qu'on ne stabilise pas les choses, j'ai bien peur que ça ne serve à rien. Donc il faut stabiliser les choses à un moment donné. Il faut trouver une sortie apaisée de l'accord de Nouméa et qu'on puisse avancer et tourner la page. Eh bien, on sera peut-être fixé d'ici quelques jours, puisque le ministre des Outre-mer arrive demain. Alcide Ponga, monsieur le président du gouvernement, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup Elisabeth et merci aux auditrices et aux auditeurs.